On peut aimer plusieurs fois dans une vie, mais pas de la même manière. Chez Lynn Renaud, cette phrase n'est pas une coquetterie d'artiste, c'est une clé. Une clé qui ouvre sur une existence où l'amour n'a jamais obéi aux règles simples. Derrière l'image lumineuse, presque rassurante, d'une icône française, se cache une trajectoire faite de fidélité et de brûlures secrètes. Car Lynn Renaud n'a pas seulement traversé les époques, elle les a défiées. Une seule union officielle, un mari adoré, une longévité sentimentale hors norme, et pourtant, au fil des années, des murmures, des regards insistants, des récits à demi-mot ont fissuré ce portrait trop parfait. Comment une femme peut-elle incarner à la fois la loyauté absolue et le vertige du désir? Ce que l'on croit savoir d'elle n'est peut-être qu'une façade. Et si l'histoire de Lynn Renaud était en réalité celle d'un équilibre fragile entre passion et promesse, entre lumière publique et secret assumé? Elle s'appelait encore Jacqueline Henté lorsque la vie a décidé de précipiter son destin. Née dans un décor modeste du Nord, entre les routes poussiéreuses qu'arpentait son père chauffeur et les gestes précis d'une mère dactylo, rien ne l'a prédestinée à devenir Lynn Renaud. Et pourtant, déjà enfant, il y avait cette voix, pas encore maîtrisée mais habitée, qui s'élevait dans le café de sa grand-mère, comme une promesse murmurée au hasard des après-midi. À 16 ans, elle entre à Radio Lille. Ce n'est pas encore la gloire, mais c'est un premier seuil franchi. Elle chante, elle apprend, elle observe. Elle comprend surtout que le talent ne suffit pas, qu'il faut une rencontre. Et cette rencontre, presque romanesque, survient en septembre 1945. Face à elle, un homme de 20 ans, son méné, déjà installé, respecté, Loulou Gasté. Le premier contact est froid, presque décevant. Il ne se passe rien de spectaculaire. Elle repart, elle travaille, elle revient, et cette fois, quelque chose bascule. Lui voit ce que les autres n'ont pas su percevoir. Une matière brute, une intensité, une possibilité. Il ne se contente pas de l'encourager, il la façonne. Il lui donne un nom, Lynn Renaud, comme on donne une seconde naissance. Mais que voyait-il vraiment en elle? Une élève prometteuse? Ou déjà une femme capable de bouleverser sa vie? Entre eux, la relation dépasse très vite le cadre professionnel. Elle a 17 ans, lui 37. L'écart intrigue, dérange parfois, mais ne freine rien. Au contraire, il semble nourrir une forme de fascination mutuelle. Il écrit pour elle, la guide, la protège. Elle, en retour, lui offre une loyauté presque absolue, une confiance sans réserve. Ensemble, ils construisent une ascension méthodique, précise, sans hasard apparent. En 1949, le succès éclate avec Ma cabane au Canada. La voix de Lynn Renaud franchit les frontières. Elle n'est plus seulement une jeune chanteuse du Nord, elle devient un visage, une signature, une présence. Et derrière chaque note, il y a encore l'ombre bienveillante de Loulou Gasté. Leur mariage en 1950 semble alors sceller une évidence, une union solide, presque exemplaire. Dans un monde artistique souvent instable, ils offrent l'image rare d'un couple qui dure, qui résiste, qui s'inscrit dans le temps long. 45 années de vie commune, une fidélité qui traverse les décennies, les succès, les tournées, les tentations. Mais les histoires trop parfaites, le sont-elles vraiment? Car déjà, dans les coulisses de cette réussite, quelque chose d'invisible commence à se dessiner. Une tension silencieuse, une complexité que ni les projecteurs ni les applaudissements ne peuvent totalement masquer. Comment une femme aussi libre intérieurement pouvait-elle se contenter d'un seul récit amoureux, aussi solide soit-il? Et surtout, Loulou Gasté voyait-il tout? Ou choisissait-il simplement de ne pas tout voir? Le véritable vertige commence loin de Paris, sous les lumières artificielles de Las Vegas. Là où les nuits ne s'achèvent jamais vraiment, Lynn Renaud devient plus qu'une artiste, une présence magnétique. Engagée dans les spectacles du Dunes, puis propulsée dans l'univers flamboyant des casinos, elle découvre un autre rythme, une autre manière d'exister. Le public américain l'adopte. Les rencontres se multiplient. Les frontières, artistiques mais aussi intimes, commencent à s'effacer. C'est dans ce décor électrique qu'apparaît un homme dont le nom ne circule d'abord qu'à voix basse.
Nate Jacobson, homme d'affaires influent, figure centrale du mythique César Palace, il n'est pas du genre à passer inaperçu. Leur rencontre, au milieu des années 1960, n'a rien d'un coup de théâtre immédiat, mais elle installe une tension, une curiosité, une attirance qui ne demande qu'à s'intensifier. Et elle s'intensifie. Ce que Lynn Renault décrira plus tard comme une flamme folle ne ressemble à rien de ce qu'elle a connu jusque-là. Ce n'est pas une simple parenthèse, ni une distraction passagère. C'est une relation qui s'étire sur 18 ans. 18 années de complicité, de désir, de voyage entre deux continents, comme une vie parallèle glissée à l'intérieur d'une autre. Comment concilier une telle passion avec un mariage aussi long, aussi visible, aussi respecté? La réponse, Déroutante, tient dans un mot que peu oseraient associer à ce type de situation. L'acceptation. Loulou Gasté sait, pas tout peut-être, mais suffisamment. Et au lieu de rompre, de condamner, il choisit une forme de silence actif, une compréhension tacite, presque désarmante. Était-ce de l'amour absolu ou une manière de ne pas perdre celle qu'il avait façonnée? Cette configuration trouble les repères. Elle défie les normes sociales, autant qu'elle interroge la notion même de fidélité. Peut-on trahir sans vraiment trahir? Peut-on aimer deux hommes sans se perdre soi-même? Dans ses mémoires, Lynn Renault ne cherche pas à édulcorer cette période. Elle ne parle ni de faute, ni de justification. Elle parle d'intensité, de découverte. Comme si cette relation avait révélé une part d'elle restée jusque-là inexplorée. Et parmi toutes les attirances, les regards, les tentations évoquées au fil de sa carrière, une seule figure émerge clairement. Nate Jacobson. Les autres ne sont que des ombres. Lui, une trace. Mais alors, que reste-t-il du couple formé avec Loulou Gasté durant ces années-là? Une façade? Une vérité différente? Ou quelque chose de plus complexe encore, que les mots peinent à contenir? Car pendant que la passion se vit à l'abri des regards, la vie officielle continue. Les apparitions publiques, les succès, les interviews. Tout semble intact. Et pourtant, sous cette surface maîtrisée, deux récits avancent en parallèle, sans jamais totalement se croiser. Jusqu'au jour où la question devient inévitable. Peut-on vraiment tout concilier, sans qu'un jour, tout bascule? Ce qui fascine chez Lynn Renault, ce n'est pas seulement ce qu'elle a vécu, c'est la manière dont elle a toujours refusé de se justifier. Comme si sa vie, dans toute sa complexité, n'avait jamais eu besoin d'être simplifiée pour être comprise. Et pourtant, au-delà des passions, une autre dimension s'impose, plus discrète mais tout aussi révélatrice, celle des liens qu'elle tisse avec le pouvoir, l'influence, les cercles où l'on ne pardonne rien. Parmi ces relations, une en particulier intrigue et alimente les conversations feutrées des salons parisiens, celle qu'elle entretient avec Jacques Chirac et son épouse Bernadette Chirac. Une proximité assumée, affichée même, faite de dîners privés, de confidences, de fidélité mutuelle. Trop proche pour n'être qu'anecdotique, pas assez ambiguë pour être scandaleuse, du moins en apparence. La presse, elle, ne se contente pas de cette version. Elle suggère, insinue, questionne. Comment une artiste peut-elle être aussi intimement liée à un chef d'État sans que cela dépasse le cadre de l'amitié? Lynn Renault, fidèle à elle-même, ne dévie jamais de sa ligne. Il s'agit d'un lien profond, presque familial. Elle parle de fraternité, d'attachement sincère. Mais dans un univers où chaque geste est scruté, peut-on réellement contrôler le récit qui se construit autour de soi? Cette liberté de ton, elle l'applique aussi à ses prises de position publiques. Contrairement à l'image lisse que certains voudraient lui attribuer, elle n'hésite pas à trancher, à heurter, parfois même à déranger. Son regard sur Valéry Giscard d'Estaing est sans appel. Elle qualifie ses efforts de communication de « ridicules », comme si elle refusait toute forme de mise en scène politique trop visible. Une déclaration qui ne passe pas inaperçue, dans un pays où la retenue est souvent érigée en norme. Plus tard, de l'autre côté de l'Atlantique, elle vise Donald Trump avec une formule sèche, presque brutale. Une cloche, un homme qu'elle juge creux, sans profondeur. Là encore, elle ne nuance pas. Elle ne cherche pas à plaire. Elle affirme. Quitte à se mettre à dos une partie de l'opinion.
Mais c'est sans doute dans son engagement contre le sida que Lynn Renault révèle le plus clairement sa capacité à encaisser les coups. En 1985, aux côtés d'Elizabeth Taylor, elle s'implique dans une cause encore entourée de peur et de rejet. Les réactions sont violentes. Des lettres d'insultes, parfois d'une cruauté froide, lui parviennent. On l'accuse de soutenir l'indéfendable. On tente de la faire taire. Pourquoi s'exposer ainsi alors que sa carrière est déjà établie, que son image pourrait rester intacte? Peut-être parce que, pour elle, la notoriété n'a jamais été un refuge, mais un levier. Les années passent, les polémiques s'accumulent, et pourtant, elle ne recule pas. Même face aux attaques plus récentes, comme celle de Pierre-Jean Chalençon en 2020, qui la qualifie publiquement de méchante et de radine, elle ne change pas de posture. Elle ne se justifie pas. Elle laisse le bruit retomber, comme si elle savait que certaines tempêtes ne méritent pas de réponse. Mais derrière cette solidité apparente, une question persiste, plus intime, plus fragile. Combien de ces combats, de ces fidélités, de ces passions ont été des choix, et combien ont été des nécessités pour ne jamais se sentir vide? Avec le temps, une autre facette de Lynn Renault s'impose, plus intérieure, presque désarmante dans sa sincérité. Car derrière les projecteurs, les engagements et les passions assumées, il existe un manque qu'aucune scène, aucun amour, aucune reconnaissance n'a jamais totalement comblé. Elle le dit sans détour, sans chercher à l'enjoliver, ne pas avoir eu d'enfant reste le regret d'une vie. Ce n'est pas une confession lancée pour émouvoir, c'est une vérité qui revient, obstinée, au fil des années, comme une note suspendue qui ne trouve jamais sa résolution. Pourquoi ce vide persiste-t-il, alors que tout, autour d'elle, semble avoir été vécu avec intensité? Était-ce un choix, imposé par une carrière dévorante, ou une renonciation silencieuse que le temps a transformée en blessure? Dans son autobiographie, et Mes secrets aussi, Lynn Renault ne contourne pas la question. Elle évoque les attirances, les frôlements, les tentations qui ont jalonné son parcours dans le monde du spectacle, en France comme aux États-Unis. Des figures connues, admirées, parfois idéalisées. Mais elle trace une ligne nette. Un seul homme, en dehors de Loulou Gasté, a réellement compté comme amant. Nate Jacobson. Les autres? Des éclats passagers, des émotions fugitives. Rien qui ne mérite d'être nommé autrement que comme des fragments. Cette manière de hiérarchiser ses propres sentiments intrigue. Elle ne nie rien, mais elle ne dramatise pas non plus. Comme si elle avait toujours su distinguer ce qui relevait du désir, de la curiosité, et ce qui appartenait à une forme d'attachement plus profond. Peut-on vraiment compartimenter ainsi sa vie émotionnelle sans se perdre? Ou est-ce justement cette lucidité qui lui a permis de rester debout, intacte dans son récit? Avec les années, une rumeur plus inattendue commence à circuler, celle d'un possible amour tardif. Une nouvelle passion surgit à un âge où l'on attend plutôt le calme que le tumulte. Les médias s'en emparent, les commentaires s'emballent. Certains y voient une renaissance, d'autres une provocation. Mais la réalité est ailleurs. Lorsque Lynn Renault évoque ses élans récents, elle ne parle pas d'un nouvel amant, ni d'une histoire cachée. Elle parle d'un rapport à la vie qui n'a jamais cessé d'être vibrant, d'une capacité à ressentir encore, malgré le temps qui passe. Ce n'est pas une révélation sentimentale, c'est une déclaration d'indépendance. Faut-il absolument nommer chaque émotion pour qu'elle existe? Faut-il qu'un amour soit officiel pour être réel? Dans cette zone floue entre mémoire et présent, elle semble refuser les étiquettes, comme si, après avoir vécu l'intensité sous toutes ses formes, elle n'avait plus besoin de prouver quoi que ce soit, ni aux autres, ni à elle-même. Et pourtant, une question demeure, plus silencieuse que les autres. Lorsque tout a été vécu, la passion, la fidélité, la transgression, que reste-t-il à désirer? À mesure que les années avancent, Lynn Renault ne se replie pas. Elle s'expose autrement. Moins dans le spectacle, davantage dans les idées. Et c'est là que son parcours prend une dimension encore plus dérangeante pour certains. Elle choisit des combats que beaucoup préfèrent éviter. Parmi eux, un sujet brûlant, profondément clivant dans la société française, le droit à mourir dans la dignité. Lynn Renault devient l'une des voix les plus visibles en faveur de l'euthanasie. Elle ne parle pas en théoricienne, ni en militante abstraite.
Elle parle avec une gravité calme, presque intime, comme si cette position s'inscrivait dans une réflexion personnelle mûrie au fil du temps. Pourquoi une artiste, dont la vie a été marquée par la lumière, choisit-elle de se confronter à une question aussi sombre? Peut-être parce que, pour elle, la liberté n'a jamais été partielle. Elle ne s'arrête pas à la scène, ni à l'amour, ni à la parole publique. Elle englobe aussi la fin de vie. Une cohérence qui dérange parce qu'elle refuse les demi-mesures. Dans ses interventions, Line Renaud ne cherche pas à convaincre par la force. Elle expose, elle insiste, elle revient. Comme si le simple fait de maintenir le débat ouvert était déjà une forme de victoire. Cette constance se retrouve dans sa manière d'affronter les épreuves personnelles. En 2019, elle est victime d'un accident vasculaire cérébral. L'information, pourtant lourde, reste longtemps dissimulée. Officiellement, elle évoque une simple douleur à la cheville. Pourquoi minimiser un événement aussi grave? Par pudeur? Par refus d'être réduite à une fragilité? Lorsqu'elle révèle finalement la vérité, des mois plus tard, il n'y a ni mise en scène, ni dramatisation. Juste un fait, une étape, comme si même la vulnérabilité devait rester maîtrisée. Cette manière de garder le contrôle, même face à la maladie, prolonge une logique ancienne, ne jamais laisser le récit lui échapper. Mais cette maîtrise a-t-elle un prix? Car derrière cette force, certains voient une distance, une manière de filtrer les émotions, de ne montrer que ce qui peut être assumé sans fissure. Et pourtant, à bien regarder, les contradictions affleurent. Une femme capable d'aimer intensément, de s'engager sans réserve, de provoquer sans hésiter, et en même temps, de dissimuler ses propres failles. Est-ce une stratégie forgée au fil des décennies, ou une nécessité pour survivre dans un univers où chaque faiblesse peut être exploitée? Même dans ses relations, cette dualité persiste. Fidèle à Loulou Gasté jusqu'à la fin, elle n'a jamais renié ce lien fondateur. Sa disparition en 1995 ne marque pas seulement la fin d'un mariage, mais la fermeture d'un chapitre essentiel. Et pourtant, elle continue. Elle avance, comme si l'absence ne devait jamais ralentir le mouvement. Alors, que reste-t-il après tout cela? Une image solide, incontestable? Ou une série de couches superposées, chacune révélant une vérité différente selon l'angle? Car plus on s'approche de Line Renaud, plus une impression s'impose, celle d'une femme qui a toujours choisi d'assumer la complexité plutôt que de la résoudre. Et peut-être est-ce là, précisément, ce qui la rend insaisissable. Avec les décennies, Line Renaud n'a jamais vraiment quitté la scène. Elle a simplement changé de lumière. Moins éclatante, plus maîtrisée. Elle revient au théâtre, choisit ses rôles au cinéma avec une précision presque stratégique, apparaît à la télévision sans jamais donner le sentiment de courir après le temps, comme si chaque apparition était une décision, jamais un réflexe. Ce qui frappe, ce n'est pas la longévité, c'est la manière. À plus de 80 ans, elle remonte sur scène, enregistre un album, foule l'Olympia avec une élégance qui défie les attentes, non pas pour prouver qu'elle peut encore le faire, mais parce qu'elle refuse l'idée même de disparaître doucement. Pourquoi s'effacer quand on peut encore habiter l'instant? Autour d'elle, les figures changent, disparaissent parfois. Elle reste. Elle a connu Frank Sinatra, Dean Martin, partagé des moments avec Elizabeth Taylor, des noms devenus mythes. Et pourtant, elle ne se raconte jamais à travers eux. Elle garde une distance subtile, comme si elle refusait d'être définie par ses rencontres, aussi prestigieuses soient-elles. Mais à mesure que le temps avance, une autre vérité s'impose, plus silencieuse. L'absence. Celle de Loulou Gasté, d'abord. Disparu en 1995, il laisse derrière lui bien plus qu'un vide affectif. Il emporte avec lui une part fondatrice de son identité. L'homme qu'il a nommé, façonné, accompagné. Peut-on vraiment continuer sans celui qui a, en quelque sorte, écrit les premières lignes de votre vie? Et pourtant, elle continue, sans scandale, sans effondrement public, comme si la douleur devait rester digne. Mais dans cette continuité, quelque chose change imperceptiblement. Une forme de solitude s'installe, non pas spectaculaire, mais persistante.
Une solitude que ni la reconnaissance, ni les engagements, ni les souvenirs ne comblent entièrement. C'est peut-être là que les rumeurs tardives trouvent leur terrain. L'idée d'un nouvel amour, d'une présence discrète, d'un attachement renaissant. Le public veut croire que même après tout, il reste encore une histoire à écrire. Mais Lynn Renaud ne valide jamais vraiment ses récits. Elle les laisse flotter, sans les nourrir, sans les démentir frontalement. Pourquoi entretenir ce flou? Peut-être parce qu'il lui ressemble. Parce que toute sa vie a été construite sur cet équilibre entre ce qui est montré et ce qui est gardé, entre vérité et interprétation. Elle ne ment pas, mais elle ne livre pas tout. Une nuance rare, dans un monde qui exige souvent des réponses claires. Et dans ce silence partiel, une autre question apparaît, plus troublante encore. Après avoir connu la passion, la fidélité, la perte, que signifie encore aimer? Est-ce un souvenir, une projection, ou simplement une manière différente de rester vivant? Au fond, Lynn Renaud n'a jamais été une énigme à résoudre, mais une histoire à accepter dans toutes ses contradictions. Fidèle et libre, exposée et secrète, engagée et insaisissable, elle échappe aux définitions simples. Peut-on vraiment juger une vie qui a refusé de choisir entre l'ordre et le vertige, ou faut-il simplement reconnaître qu'elle a vécu selon ses propres règles jusqu'au bout? Et si le véritable mystère n'était pas ce qu'elle a caché, mais ce qu'elle a osé montrer?